30 octobre 1974, près de 10 millions de téléspectateurs à travers le monde avaient un œil tourné vers l'Afrique, plus particulièrement sur l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Les combats du siècle, Rambo in the Jungle, avaient une portée universelle et devraient consacrer non seulement un champion, mais aussi consolider une légende. Le président Mobutu à l'époque ne lésinait sur aucun moyen. La télévision nationale, La Voix du Zaïre, à travers les relais de diffusion, s'offrait une mission planétaire. La compagnie aérienne nationale Air Zaïre s'est dotée d'un Boeing DC-10 pour les transports des 2 boxeurs, organisateurs et musiciens de Paris à Kinshasa. Pendant un mois, un festival de musique mettant sur la scène James Brown, B.B. King, Mariam Makeba, Johnny Pacheco et les Fania All Stars va servir d'un précédent. Le combat se déroule dans la nuit du 29 jusqu'au petit matin du 30 octobre au stade du 20 mai, actuel stade Tata Raphaël, devant près de 50 000 spectateurs. Ali Bomaye, Ali Tulé, cri scandé par le public va se concrétiser. Ali remporta les combats au 8e round. Ici, London reçoit Alain Franck Monzelo Cissé, cadre congolais du Royaume-Uni et ancien président de la Fédération congolaise de boxe, pour évoquer les souvenirs de ces combats organisés à Kinshasa. Stade du 20 mai, Kinshasa, Zaïre, 30 octobre 1974, ça vous rappelle quoi? Une grande date. Un grand événement de la boxe au niveau international. C'était Foreman, le destructeur, l'intouchable, le jeune garçon qui avait battu tout le monde par KO. Et il avait en face de lui Muhammad Ali, le grand Cassius Clay, qui avait pris le risque de s'affronter contre ces champions-là. Alors tout le monde voulait voir le outcome, donc les résultats de ces combats. C'est ça, cette date d'octobre 74. Le combat était tellement stratégique que tout le monde s'attendait à ce que Foreman gagne par KO avant le 3e round. Tellement qu'il est puissant et Ali, c'était plus le même. C'était Ali finissant, mais on avait fait, je crois, une erreur de calcul. Ali avait pris ce combat au sérieux. Bon, je dois signaler quand même un incident qui s'est passé avant. Le combat était prévu initialement au mois de septembre 74. OK? Et puis, il y a un moment pendant les entraînements, ce jour-là spécialement, j'étais là avec Mamba Chako et d'autres boxeurs. On regardait les entraînements en scellé. Et puis, c'est Foreman qui a commencé l'entraînement. Pendant l'entraînement, il s'est fait couper à l'arcade. Une blessure, ils ont arrêté le combat. Autrement dit, le combat ne devrait plus avoir lieu en date prévue, qui était au mois de septembre. Il fallait reculer la date. Ali n'était pas au courant.
Ils s'entraînaient dans la même salle, sur le même ring, avec des heures différentes. Et Ali a pris vent de l'incident qui a eu lieu. Lorsqu'il est arrivé, il s'est énervé. Il a eu la présence d'esprit de signaler aux organisateurs, surtout au président Mobutu, de ne pas laisser partir Foreman. Parce que l'intention initiale, c'était laisser partir Foreman et revenir. Or, à l'époque, il y avait Belmondo et je crois Alain Delon qui tenaient à organiser ce combat-là en France. Mais ils étaient en compétition avec Mobutu. Mobutu a eu la primeur parce que la bourse était énorme. Jamais aucun boxeur à l'époque avait touché 5 millions de dollars pour un seul combat. Or, non seulement c'était pour le champion, mais pour les deux. Foreman avait 5 millions de dollars et Ali avait le même montant. Donc c'était un montant à ne pas laisser passer. Ben voilà. Lorsque le combat a été reporté de 30 jours, alors là, ça a changé les données. Foreman s'est déconcentré. Ce n'était plus le même Foreman qui était ready to kill, prêt à tuer. Et il s'est détendu. Il commençait à aller dans les boîtes. Il y avait un grand festival de musique. Tous les musiciens, je dirais, américains qui sont venus, de James Brown et bien d'autres, qui sont venus jouer au stade. Et il y avait des grandes dancing à l'époque, hein, Betty et d'autres. Foreman s'est détendu. Pendant que lui s'était détendu, Ali s'entraînait régulièrement. Mobutu a fait en sorte que personne ne quitte le Congo. Ils sont restés pendant 30 jours. Et ben, au bout de ce délai, les choses ont changé. Ali a pu monter une stratégie, dérégler les cordes du ring, parce qu'il avait une stratégie de s'appuyer sur le ring pour fuir le grand crochet de Foreman. Foreman, il était puissant avec ses crochets et les uppercuts. Or, quand Ali se couchait sur la corde, il était au-delà de la portée de Foreman. Et plus Foreman tapait, plus il s'est fatigué. Quand vous regardez le combat aujourd'hui, vous allez voir la stratégie. Premier round, Foreman était très dangereux, mais entre-temps, Ali a fait comprendre à Foreman qu'il était là pour se battre. Il a commencé, c'était pas Ali les danseurs, il a dansé un peu, mais tout de suite, il a commencé à piquer Ali avec ses gauche-droite, gauche-droite. Deuxième round, Foreman a compris qu'il était là pour la bagarre. C'était vraiment un combat de boxe. Plus il fonçait, il pensait à gagner par KO, plus le combat prenait de la longueur et Ali trouvait des failles. C'est ça la beauté de ce combat-là. Un tueur qui avait en face de lui un styliste. Et puis, bon, c'est quelque chose qui n'était pas quand même le gars-là, de dévisser ses cordes-là pour s'appuyer. Mais personne ne savait à l'époque. Voilà, en quelques mots, pour ne pas prendre une heure à vous donner la réponse. Quel est l'héritage de ces combats du siècle pour nous, Congolais? 42 ans après, on peut dire que Mobutu, c'était un visionnaire. C'est vrai que 10 millions de dollars, on se disait, mais c'est de la folie. Mais avec le temps, on a compris que chaque jour, à chaque fois qu'on parle de ce combat, le nom du Congo est mentionné et surtout le nom de Mobutu est mentionné. On laisse tomber le nom de Mobutu, mais le Congo est mentionné. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. Lorsque vous vous présentez au président américain, vous demande premièrement « Where are you from ?» D'où venez-vous? Vous dites le Zaïre ou le Congo. Ils ne savent pas localiser le Zaïre. Si vous dites là où il y a eu le combat de George Foreman avec Mohamed Ali, tout le monde se retrouve. Donc c'est un repère. En fait, c'est notre ministère de Culture qui doit en tirer profit, même aujourd'hui. Pourquoi ne pas construire un musée de combat Foreman et Ali? Surtout que les rings y est toujours. Et avec une recherche approfondie, on peut retrouver certains équipements. Ils ont laissé tout pratiquement. Les peignoirs, les culottes, se trouvent au Congo. Si on expose ça dans un musée, les gens viendront pour voir cet héritage-là. C'est ça. Les boxeurs ont beaucoup appris. Ils ont vu Ali s'entraîner pendant 2 mois à Kinshasa. Chaque membre a eu le privilège de s'entraîner avec Ali. Les gens ont vu les sérieux, la concentration de la boxe professionnelle. C'est ça les grands héritages. La preuve, on a sorti de Sumbu Kalamba, champion du monde moyen et bien d'autres. Okay? Nous tous, nous en avons profité. En quelque sorte, c'est ça l'héritage. On ne peut pas le définir de façon définitive parce que c'est tellement énorme. C'est grand investissement que le Congo a produit à l'époque. Pourquoi Mobutu avait accepté de sponsoriser et d'accueillir ces combats à Kinshasa? Bon, Mobutu, c'était le président dictateur du Congo, c'était le grand président africain. Il voulait faire sa publicité. Mais au-delà de sa publicité, il s'est montré qu'il était visionnaire parce qu'il en a profité. Il était connu à travers le monde et le Congo aussi. Son intention, c'était, je prends ce combat en Afrique. C'était 2 boxeurs champions du monde de poids lourd, noirs, dans un continent noir, par un président africain noir et
dans le sol africain. That was the first time. C'est la première fois que cet événement a eu lieu comme ça en Afrique. Même si on recule avec les temps, 42 ans, on n'a jamais eu ça depuis ce temps-là. Vous voyez un peu la portée que ça a donné. C'est ça. Il a pensé faire son nom, mais il a mieux fait. C'était l'Afrique en avant-garde. Depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. 42 ans, le combat est toujours d'actualité. Et je vous dis une chose, ce combat-là a été diffusé à la télévision, c'est 30 ans après. Avant ça, il y avait interdiction totale des images auprès des télévisions privées. C'était l'exclusivité. Parce que moi, j'étais président de la Fédération congolaise de boxe. Nous avons bénéficié des équipements de boxe venant des États-Unis. Mais l'interdiction était là. Les images ne pouvaient jamais passer à travers le monde avant 30 ans. Donc, ils ont fait des investissements. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Vous voyez? Le Congo, je ne sais pas à quel niveau financièrement ça nous a rapporté, mais sur le plan publicitaire et relations publiques, je vous dis, c'est grandiose. Moi, à l'époque, j'étais étudiant en Suisse. Au mois de septembre, je crois vers le 10 septembre, je suis retourné expressément à Kinshasa pour voir ce combat. Et quelques semaines après, Foreman s'est coupé à l'arcade sourcilière. Le combat a été repoussé de 30 jours. Or, les écoles à l'université commencent fin septembre. J'étais obligé de repartir en Europe. J'étais à l'époque à Fribourg, en Suisse. Donc, nous avons suivi les combats en direct à la télévision en Suisse, comme tout le monde. Parce que on devait faire le choix entre les études et les combats. 30 jours, c'était trop, on ne pouvait pas rester. Ce qui fait que nous avons suivi ça. Quelle portée! Ça, c'est le monde. Ali, c'est l'individu le plus reconnu, c'est la tête la plus reconnue dans le monde. Vous allez en Chine, au Japon, tout le monde connaît Ali et son histoire. Avant, Ali, c'était Cassius Clay. Pour des raisons politiques, il a dû changer son nom et puis il est devenu Mohamed Ali. C'est ça. C'est ça l'attrait avec Mohamed Ali. Là, nous venons de perdre un dieu du sport. That's Mohamed Ali, Cassius Clay. 42 ans plus tard, les combats du siècle à Kinshasa fait figure de fierté nationale pour tout Congolais. La mort de Mohamed Ali suscite par rapport aux Congolais les sentiments d'avoir participé à la consolidation d'une légende. Ali n'est pas mort car il demeure.